Bonjour, je me présente Félix-Antoine Michaud et je suis très heureux de participer avec vous, Maître Bérard, à cette première d'une multiple série. Longue série. D'une longue série. Espérons que ce ne soit pas long à l'écoute, mais d'une série qu'on va faire de manière chronologique sur Omar Khadr. Je pense que le sujet d'Omar Khadr, que vous avez ramené dans l'actualité dernièrement par l'apparition de votre livre dans lequel vous accusez, j'accuse les tensionnaires d'Omar Khadr, a ramené chez beaucoup de lecteurs, dont moi et d'autres gens qui l'ont lu, vraiment un côté très humain de cette lecture-là et sans se transformer en book club. Je pense que pour débuter, derrière l'histoire d'Omar Khadr, il y a la saga judiciaire qu'on va parler. Bien sûr. Il y a les enjeux juridiques, il y a les enjeux diplomatiques, il y a les enjeux politico-juridiques de corridor, mais il y a avant tout un enjeu humain. Et c'est une des choses que votre livre fait ressortir. Et tout le monde que je connais qui l'ont lu, des membres de ma famille, des amis, ont tous eu le même sentiment de la frustration. Les gens étaient fâchés, et je ne sais pas si c'est ce que vous souhaitiez, Maître Bérard, mais une frustration face au non-respect de l'État de droit, face au non-respect de nos valeurs les plus fortes. Et ce côté-là humain, et je pense qu'il est important de commencer notre série là-dessus. Omar Khadr, c'est avant tout l'histoire d'un être humain qui s'est fait torturer. Au-delà de tout, c'est avant tout l'histoire d'un être humain. Et moi, quand je l'ai lu, j'étais fâché. Ben, je suis content que... Je suis content d'entendre ça en quelque sorte, parce que j'ai été très fâché, moi, en l'écrivant. J'ai été très frustré, j'ai été peiné, la tristesse, elle m'a pris un temps fou. Elle m'a pris 7 ans de ma vie parce que j'ai laissé tomber l'écriture à maintes et maintes reprises. Parce que c'était trop difficile. Écrire sur de la torture, il y en a qui sont peut-être capables, mais moi, franchement, non. C'était la dernière fois que j'écrivais sur un truc du genre, ça, je vous garantis ça. Et surtout, une chose qui est absolument épouvantable, c'est qu'on a parlé de cette histoire-là et de ramener, un peu comme vous venez de le faire, de ramener le volet humain comme si c'était pas d'une évidence, là. Comme si on n'était pas au Canada, comme si on n'était pas au Québec. Et je dis souvent qu'on soit obligé de parler de cette histoire-là. Un, c'est épouvantable. Puis deux, il faudrait peut-être se rappeler que dans tous les cas, vous parlez d'humain, on parle pas juste d'un humain qui a été torturé, on parle d'un enfant. Oui. C'est un enfant. Mais le mot humain, si vous ne voulez pas réducteur. Non, pas du tout. Mais si on ajoute le volet enfant, si je vous dis à n'importe qui nous écoute, votre enfant est emprisonné de façon arbitraire à Guantanamo et est torturé, et pendant 3 ans, il aura vécu cette torture-là sans accusation. Et sans que le Canada non seulement lève le petit doigt, mais qu'en plus de ça, que le Canada envoie des agents pour l'interroger sous torture. Ces images-là ont fait le tour du monde. C'est incroyable. Mais tant et aussi longtemps que vous ne tuez pas le détenu ou que vous ne pulvérisez pas un de ses organes vitaux, ceci ne sera pas considéré comme étant de la torture en vertu du droit international. Une nouvelle définition. Puis c'est parce que je sais pas, là, mais... C'est très orwellien. Entre causer la mort et pulvériser un organe vital, je sais pas, ça me semble être quand même pas mal la même chose. Là. Je suis pas un spécialiste, je suis pas médecin. Je ne vais pas non plus avancer trop loin, mais j'ai de la misère à voir comment tu peux survivre à la pulvérisation de tes organes vitaux. Mais voilà. Je ne sais pas où on est, là, mais bon. Et ce mémo-là est envoyé donc rien de la torture. Et là, vous envoyez ça. Non, mais sauf le meurtre, il n'y a plus rien que de la torture. Non, voilà, exact, mais c'est en plein ça. Et là, vous envoyez ça à vos goons de Guantanamo, Bagram et quelques autres places. C'est parce que ça se peut que ça finisse mal en matière de droits humains. Là. Quand je suis allé à Guantanamo, moi, on m'a raconté, c'est des soldats américains, des dirigeants américains qui m'ont raconté l'anecdote ou la petite histoire, comment ça s'est créé, ça. Alors, ils ont eu des discussions, évidemment, dans les hautes sphères, à huis clos, vous l'avez bien imaginé. Et on s'est dit, OK, mais là, qu'est-ce qu'on fait avec ces gens-là? On les juge où? On les envoie où? Enfin, les juger, ça ne sont pas trop achalés avec ça, mais on les envoie où? Parce qu'évidemment, on va les torturer, parce qu'on va les faire jaser. Parce que, bon, évidemment, là, tu viens de faire planter le géant au pied d'Agile, là, avec les
avec les 2 tours qui plantent. Donc, très clairement, il allait avoir une riposte. Et là, il se pose la question, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Il y en a un qui dit, ben, on a quand même un centre militaire vraiment intéressant. Je pense que c'était en Virginie, une petite base navale. C'est super. Là, t'es sur le territoire national. Base, mais là, il y en a un qui répond, imbécile, t'as rien compris de ce qu'on essaie de dire depuis 2 heures. On va pas se mettre sur le territoire américain, parce que si on se met sur le territoire américain, la Constitution américaine va s'appliquer. Ils disent, ah oui, ok, j'ai oublié. Il y en a un autre qui dit, ah ben moi, j'ai la solution. On a une base militaire navale sur une petite île dans l'océan Indien, je me souviens plus du nom, une espèce de trou perdu. Et là, les autres répondent, c'est parce qu'on ne va pas aller viroyer là à chaque fin de semaine, là, parce qu'il faut savoir, les commissions militaires à Guantanamo, c'est pas des juges qui sont assis là en permanence, on les envoie inclus avec Guantanamo, c'est à 200 miles de South Beach. Et voilà. Et sur South Beach pour que vous sachiez de quoi on parle. Oui, c'est bien gentil. C'est bien gentil. Elle est bonne. Et la réalité, c'est qu'on a répondu ceci. Il y en a un qui a dit, ben, pourquoi pas Guantanamo? Et un autre a répondu, il dit, ben non, on va pas aller à Cuba, là, quand même. Il dit, pourquoi pas? Il y en a un qui a dit, pourquoi pas? Et là, il dit, mais attends, on va pas aller pratiquer ça, je veux dire, avec Castro à 25 pieds plus loin. Et là, ils ont dit, oui, on va faire ça. Puis t'es à 200 mètres de la Floride. Oui. Et quand tu dis aller écœurer Castro, ça faisait partie un peu de l'idée de base. J'avais pas de choix stratégique autre la proximité géographique. Voilà. Le backyard. Oui, il y avait vraiment. Mais c'est important, vous dites, c'est pas une base qui avait une préinstallation. Non, puis il n'y a pas de. Puis Guantanamo, honnêtement, j'aurais pu faire le tour à la marche là, un après-midi. C'est grand comme Verdun, là, disons. C'est tout petit, le Guantanamo. C'est un bout d'île, en fait, au final. Ça, ben oui. Et quand on est. Donc, c'est ça. Quand ils ont décidé d'aller à Guantanamo, en fait, Guantanamo était déjà là, on s'entend bien, mais d'en faire le centre que l'on connaît. Là, ils se sont dit, OK, mais c'est parce qu'on n'a pas les infrastructures pour ça. On n'a pas ça, là. Ah oui. Ben, construisez-en. En l'espace, entre 3 et 4 jours, ils ont arraché le matériel de stade de baseball avoisinant. Il y en avait plus qu'un. La tôle, l'aluminium, la broche, le vieux bois de grange. Et ils ont construit le premier camp dans lequel les premiers détenus ont été envoyés, dont Omar Khadr, c'est-à-dire le camp X-Ray. Que j'ai eu, je ne sais pas si on peut appeler ça une chance, mais en tout cas, que j'ai eu l'opportunité d'aller visiter. Le camp X-Ray, Félix-Antoine, je peux même pas croire. C'est affreux, en fait. Tout est dans une espèce de vieux marécage semi-desséché. De la mouche là-dedans, c'est épouvantable. Et tu vois toute l'espèce de... Je les ai vus, les cabanes. D'ailleurs, j'ai des photos là-dessus, j'ai des vidéos, peut-être qu'on les montrera à l'écran. De la broche, du vieux bois. Et les premiers détenus, donc, qui sont débarqués là, on l'a vu, on a vu les images plus tard en soute orange. Les images orange avec les trucs de cache-oreille, de cache-yeux et tout. Et pourquoi le camp X-Ray existe encore aujourd'hui? C'est pour une seule raison. Washington a voulu le détruire, évidemment, pour effacer toutes les preuves de torture. Il a fallu que la défense, puis ça, d'ailleurs, au cours de nos entretiens, je vais souvent prendre la défense de la défense à Guantanamo, qui fait quand même un travail impossible. C'est ça que je veux dire. Impossible. Il n'y a aucune chance de gagner quoi que ce soit. Là. Mais ici, ils se sont adressés à un tribunal de droit commun américain pour obtenir une injonction pour empêcher Washington la destruction du camp X-Ray pour sauvegarder les instruments de torture. Ça va vous donner une idée. Au-delà de la mémoire collective, il y avait un enjeu juridique pour eux, pour la défense de certains de leurs clients. Parce que vous avez raison, au simple fait de la mémoire collective, les Américains ne doivent pas être très fiers de ça. Il n'y a pas plus film américain que voir les Américains libérer un camp de concentration. Puis là, je ne suis pas en train de dire que c'est non, mais il y a une discussion à y avoir parce que oui, il y a des...